remercier les personnes présentes, donc le public, et les trois maires qui nous font l'honneur de leur présence, donc le maire de Talence, maire de Pessac et maire de Gradignan. Nous avons, donc en termes de méthodologie, voulu donc inviter des personnes de divers bords politiques. Vous constaterez que sont présents ici que des gens qui divers bords politiques. Voilà, donc pour le coup... Oui, bon, plus ou moins, plus ou moins. Donc voilà, notre volonté a été du coup de réunir tout le monde. Donc on remercie ceux qui ont accepté le jeu du débat et le jeu de la confrontation aussi, puisque vous allez avoir une séance de questions-réponses où on pourra évidemment vous interpeller sur différents sujets. Une réunion donc à Talence, donc on l'a voulu d'abord décentraliser, parce que certes notre projet donc est sur 5 communes, on a voulu faire notre première, on va dire, réunion publique donc sur Talence. On va faire une seconde du coup sur Lormont, qui sera du coup en septembre si je ne m'abuse, on attend encore la confirmation de la date. Pour dire quoi d'autre, que nous souhaitons des échanges cordiaux, des échanges aimables. Vous pouvez évidemment nous challenger sur certaines questions, on essaiera d'y répondre au maximum. Le but étant évidemment de vous présenter notre projet et de faire en sorte de faire le focus spécifiquement sur le sud-ouest de l'agglomération, donc d'où la présence des maires et notre présence dans ce lieu-là. Donc je laisse la parole à M. Borodon qui va du coup animer notre soirée et encore une fois merci de votre présence. Merci, et bien bonsoir à tout le monde. Je suis Michael Bossredon, je suis journaliste pour le quotidien 20 minutes. Mon rôle ce soir il sera quand même assez discret. Le but c'est que vous puissiez vous exprimer, d'abord vous les maires et puis ensuite le public. Moi j'interviendrai en cas de dérapage seulement, mais je pense que ça va bien se passer. Donc je ne sais pas si est-ce que vous aviez décidé d'un ordre de passage entre vous, ou, sachant qu'on vous propose de développer déjà en 10 minutes, si vous pouvez tenir ce créneau par personne, bien sûr. Oui, quand même. Donc en 10 minutes, un petit peu les enjeux de transport, de mobilité qui vous concernent. Et puis après, je pense que les membres de l'association... Très bien. Commençons. Très bien, commençons par Talence. Voilà, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bienvenue dans la plus belle ville de la métropole avec ses deux voisines, donc, qui sont aussi belles qu'elles. Ravi de vous accueillir. Je le disais en clin d'œil, on a 2 fois plus de monde ce soir que sur la première réunion. Donc je pense que d'ici à la fin du mandat, il faudra réserver le Magnus Atlantique, comme ça pourra accueillir de la ferveur. Les points importants sur ce métro, je suis pas sûr qu'on ait besoin vraiment de 10 minutes pour parler de tout ça. Bon, pour ce qui me concerne, c'est un projet que j'ai soutenu dès mon élection en octobre 2017. À l'époque, et il faut remettre à Michel et à Franck autour de moi le fait aussi d'avoir soutenu ce qui à l'époque était des éléments d'études. Le métro était, même l'association était encore pas balbutiante, mais n'était pas aussi organisée qu'elle est aujourd'hui. La situation, elle est laquelle? Aujourd'hui, on sait que notre métropole, nos villes, et singulièrement le quadrant qui nous occupe avec Franck et Michel, subit et va subir de très fortes perturbations, subit d'énormément d'arrivées de personnes qui souvent viennent de l'extérieur de l'agglo. En résulte des très gros problèmes de congestion sur la rocade, sur les axes, et grâce à quelques applications malines de circulation, sur tout un tas de rues qui aujourd'hui n'étaient pas du tout et ne sont toujours pas prévues pour accueillir ces populations et ces voitures. Dès lors, plusieurs réponses. Je pense qu'il en va dans ces politiques publiques de la même façon que pour l'habitat, pour la sécurité. Il n'est pas de baguette magique, il n'est pas de solution miracle, mais il est sûrement, à travers un bouquet de mobilité, un point important de pouvoir donner une perspective. À ce titre, et sans être ni rémunéré ni cautionné l'association Métro de Bordeaux qui a son autonomie pleine et entière, et comme vous l'avez dit, cher président, tous les élus de tous les bords, indépendamment que les bords sont flottants parfois, mais ont été conviés pour pouvoir échanger, apporter une idée sur ce que pourrait être ce projet, étant entendu que l'association, et moi j'aurais salué ça, ne dit pas que son projet c'est l'alpha et l'oméga de tout, c'est ce qu'il faut faire exactement, c'est
ce qui leur semble être la meilleure des solutions. Face à cela, il y a une urgence. On sait qu'un métro, c'est dans 10 ans, dans 15 ans. C'est-à-dire, on a discuté avec Gilles tout à l'heure, que les décisions qu'on prendra sur ce mandat profiteront surtout à des personnes qui sont peut-être encore très largement mineures aujourd'hui, et en tout cas seront là à partir de 2030-2035. Le métro, j'y vois plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'il permet d'apporter une vraie réponse à une vraie colonne vertébrale de transport à l'intérieur de l'agglomération pour relier des points qui aujourd'hui ne le sont pas. Je donne souvent comme exemple le campus, qui n'est pas relié directement par un réseau de tram à la gare. Il permet de desservir des endroits qui sont très embouteillés, offrir de vraies opportunités à une désaturation du réseau de tramway existant, qui a son âge, qui a son mérite, dont il ne faut pas toujours critiquer matin, midi et soir les pannes, mais qui offre de vraies potentialités, en tout cas d'être appuyé par d'autres points. Le métro, il a aussi un autre avantage. Aujourd'hui, les maires que nous sommes, on cherche toujours à repenser l'espace. Et dès lors que vous enlevez une place de stationnement, dès lors que l'on enlève un sens de circulation, on aurait sûrement 3 à 4 fois plus de monde ici ce soir si on avait parlé des sens de circulation. Il permet vraiment de redéfinir la surface, de végétaliser, de laisser la place à d'autres mobilités et donc d'offrir, puisqu'il n'est pas en concurrence avec un autre moyen, et bien d'offrir une vraie alternative et donc de pouvoir redessiner nos villes qui en ont bien besoin, notamment à l'aune de l'urgence climatique qui est la nôtre et qui s'impose à tous les politiques, quelle que soit leur appartenance politique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a une étude qui a été une préétude, on va l'appeler comme ça, qu'importe le terme technique, qui avait été commanditée à l'époque par le président Patrick Bobet, qui avait permis d'abord de combattre et de tailler en brèche quelques idées reçues sur le métro. C'est cher, oui c'est vrai, c'est cher, mais c'est complètement soutenable financièrement pour la métropole, ça oblige à faire des choix, mais politique c'est ça. Le métro, c'est pas possible techniquement, c'est pas vrai non plus, c'est compliqué, c'est pas des chantiers simples, loin de là, mais c'est largement faisable à Bordeaux comme n'importe où ailleurs. Depuis cette étude, que s'est-il passé? Pas grand-chose, malheureusement. Lors du vote des schémas des mobilités au mois de septembre 2021, après un an de travail, et après avoir porté, encore une fois avec Michel et avec Franck autour de moi, cette idée d'être sur une étude préopérationnelle, c'est vraiment une étude pas pour se faire plaisir, pas pour alimenter un collectif privé, on a demandé la mise en œuvre d'une étude sérieuse, opérationnelle, pour, oui ou non, décider de l'opportunité de faire 1, 2 lignes de métro, et forcément étalées dans le temps, mais pour au moins se donner la possibilité, comme à l'époque avec le tramway, de pouvoir décider en conscience du mode de transport, de son itinéraire et de tout un tas d'autres choses, comme on le fait avec tous les transports dimensionnants. Malgré nos relances, et alors qu'on est à 6 mois maintenant, puisqu'on nous a fait une présentation chez moi à 6 mois du schéma des mobilités, il y aura une décision très importante dans quelques jours, puisque la métropole confiera un nouveau délégataire, en tout cas un nouveau contrat de délégataire qui arrivera pour le 1er janvier 2023. Aujourd'hui, c'est silence radio. Nous avons relancé le vice-président Rossignol Puech à ce sujet. Il faut reconnaître, on parlait de bord politique, que nous sommes aidés par les communistes sur ce sujet, qui rappellent à chaque fois leur vote en faveur du métro. Bon, ça ne fait pas encore une majorité, mais on convainc peu à peu, d'avoir vraiment cette étude. La réponse qui nous a été donnée, je parle sous le contrôle de mes collègues, c'était un engagement d'une étude légère, tel a été le terme employé par l'exécutif de la métropole. Donc le métro peut être léger, une étude légère, elle, ça veut dire grosso modo qu'on s'achemine tout droit vers un mandat sans, à mon avis, on peut toujours être surpris, mais sans qu'il y ait une décision qui ait été prise et que des études, parce qu'encore une fois, les choix d'aujourd'hui, c'est pour le mandat, même pas le suivant, ce sera celui d'après. Donc je regrette, moi, très vivement, et sans faire aucun élément politicien, je regrette que l'on ferme systématiquement la porte à une étude sérieuse, complète, documentée, qui pourrait d'ailleurs venir tailler en brèche complètement celle que vous avez réalisée, mais c'est ça le débat public. Elle pourrait même nous apprendre qu'il ne faudrait pas faire la ligne de métro, mais au moins se poser les bonnes questions et tenter d'y répondre. Donc on va espérer, c'est le sens de cette réunion aujourd'hui, et puis dans quelques mois sur Lormont, je pense qu'il faut effectivement répondre
et continuer l'effort de pédagogie. Les riverains, les habitants, ils nous demandent des solutions de mobilité pour le lendemain. Déjà, quand on arrive avec des projets en 2026-2027, on nous traite de fous, comme si jamais on n'était pas courant. Mais il faut vraiment qu'on arrive à faire comprendre que si la solution, on va dire jusqu'à la fin de la décennie, ce n'est pas le métro, pour des raisons évidentes de réalisation et de timing, en revanche, elle peut être la vraie réponse de la décennie 2030-2040. Et donc, ça mérite vraiment qu'on s'y penche en dépolitisant le débat et en essayant de faire comme toutes les autres agglomérations. Hein. On est la seule qui tourne le dos aujourd'hui à ces opportunités-là. On a eu l'occasion souvent d'en discuter, d'ouvrir un vrai débat sur le fait de dire que le miracle bordelais, de l'agglomération bordelaise avec un apport d'entreprises, de personnes, peut tout aussi bien demain, par le fait d'être repoussé par ces éléments donc, de cherté des terrains et puis de problématiques de transport, ce miracle qui peut parfaitement demain s'inverser. La métropole ne tire quasiment ses subsides que par le produit des entreprises, et donc il ne faudrait pas que par absence de décision ou décision malheureuse, eh bien, on puisse casser ce très beau projet. Je pense enfin qu'il ne faut pas opposer les vélos avec la voiture, avec les modes. Tous ces modes de transport doivent s'articuler entre eux, il n'est pas de vérité, mais que la vraie réponse aux 300 000 personnes, grosso modo, à transporter à l'horizon 2030 de façon supplémentaire sur le réseau, ce sont des modes capacitaires, et il n'en existe pas 35 aujourd'hui, et que donc ce métro peut être une vraie belle réponse. Moi je crois que, comme le tramway à l'époque, pour les décisions ont permis de réinventer une nouvelle ville-centre et d'autres villes autour, eh bien ce métro demain peut vraiment nous apporter un vrai beau projet de société pour notre agglo, et je crois qu'il mérite un peu mieux que des débats partisans ou des fermetures de portes avant même de les avoir ouvertes. Voilà, en vous remerciant encore une fois pour votre participation et en essayant, une fois de plus, d'avoir tenu une promesse, d'avoir fait moins de 10 minutes. Et donc je passe la parole... Toute ma vie avec vous. Très bien. Bien, d'abord merci de nous accueillir, Emmanuel. On est heureux de se retrouver tous les trois autour d'un dialogue autour de ce projet, Monsieur le Président et les membres de l'association. Évidemment, quand la question du métro s'est posée, il a fallu faire face à une question existentielle, c'est le tabou qui pèse sur le métro depuis 1995. Parce que le métro, c'est tabou. C'est les stigmates d'un conflit politique majeur que je n'ai pas vécu en direct, mais qui reste marqué sur la métropole, sur fond de désaccords politiques majeurs et de transition politique à la ville de Bordeaux. Et on sait très bien que dans la vie des hommes, des femmes comme des institutions, la question du tabou est quelque chose d'important. Il faut lever le tabou à un certain moment pour avoir la liberté de penser à nouveau. Ce tabou n'était pas levé, il fallait le lever pour se donner la capacité à penser les mobilités de demain. Un sujet qui m'a passionné puisque j'étais vice-président en charge de la stratégie des mobilités et de l'urbanisme auparavant à la métropole. Et lorsque nous avons lancé la réactualisation du schéma de mobilité, nous étions encore, et c'est normal, sur le modèle de la colonne vertébrale du tram avec des lignes achevées, l'aéroport voilà, est en voie d'achèvement, et puis on cherchait une grande transversale métropolitaine par les boulevards, un sujet qui me tient à cœur puisqu'elle devait arriver jusqu'à Gradignan, avec l'objectif d'une part de renforcer substantiellement le report modal dans une métropole congestionnée, en peine arrivée à 15%, d'atteindre les objectifs du plan climat, c'est tout de même objectif à atteindre, ça reste complètement d'actualité, et donc de chercher une certaine massification du transport collectif au travers de nouvelles lignes de tram, et notamment une ligne de Senon Campus Gradignan, qui, on le sait, a été à l'époque refusée par Alain Juppé lorsqu'il était maire de Bordeaux, au motif qu'il y aurait des embouteillages sur les boulevards. On voit aujourd'hui qu'avec les corridors de bus, non seulement les embouteillages sont là, que les solutions alternatives n'existent pas, et que les villes, Le Bouscat, Talence et d'autres, subissent des congestions importantes, mais que la solution n'a pas été trouvée. Au fond, le constat d'aujourd'hui, tu l'as dit, je le répète bien volontiers, non pas en tant que critique institutionnelle, mais on sait bien que quand on n'a pas le coup d'avance par des études, on risque de perdre un temps considérable jusqu'à se réveiller, faire des études et passer à des réalisations opérationnelles. Très clairement, moi aussi je partage le point de vue qu'il y a une complémentarité des modes et que si aujourd'hui la question de la marche à pied,
des mobilités douces est à l'ordre du jour, bien évidemment, ce n'est pas opposé aux autres modes, et qu'il faut la complémentarité, je dirais volontiers d'ailleurs, que doit répondre à la densité urbaine la question de la densité des transports collectifs et de la complémentarité. D'ailleurs, dans les villes du Nord qui marchent bien, je me souviens à Stockholm ou ailleurs, qui se sont payés le luxe d'avoir un péage urbain. Pourquoi? Parce qu'il n'est même plus nécessaire de rentrer dans la métropole de Stockholm avec une voiture. Il faut vraiment en avoir besoin. Sinon, entre le métro, le tram, les bus, les vélos, c'est dans les cultures nationales, mais en plus il y a une offre considérable. Nul besoin de prendre la voiture, on choisit et on articule tous les modes. Et ça, c'est une mode solution qui permet ensuite de faire du péage urbain. On a des lois, même si certains ont tenté de l'évoquer à Bordeaux, de façon à ne pas en faire une pénalité sociale, mais au contraire, un cordon sanitaire qui permet d'avoir une ville vivable et respirable. Donc, sur cette mandature, en effet, des grands projets ont été abandonnés. Le relais n'est pas pris par des études structurantes pour l'avenir. On risque de vivre effectivement un retard de 10 ans qui va se payer durablement. D'autant que tout ce qu'on a pu dire sur le télétravail et tout le reste, moi je ne crois pas un seul instant que la question des mobilités va se réduire et que de toute façon, et on le voit dès aujourd'hui, la congestion urbaine reprend et reprendra. La question en toile de fond, mais elle est abordée uniquement sur le plan sociologique et de l'aménagement urbain, c'est de dire est-ce qu'on passera en peu de temps à un modèle urbain, pour reprendre le titre d'un livre d'un de vos confrères géographes que nous avons reçu à Grandillan dernièrement, sur les métropoles voraces, c'est-à-dire ce concept selon lequel quand les métropoles deviennent trop importantes, elles consomment de l'énergie, elles consomment des tuyaux, elles consomment de l'alimentation électrique, des transports, etc., qui deviennent contre-productifs à la vie et même au coût économique. Ce n'est pas demain la veille que nous aurons des grandes polarités de villes secondaires en Gironde qui vont se substituer au développement économique de la métropole. Donc il y a naturellement une densité qui va se poursuivre, même si on peut l'amender par un rééquilibrage territorial et par une organisation polycentrique autour de la métropole. Il y a naturellement une attractivité qui doit se poursuivre, ou alors on envoie un mauvais message, et qu'il faudra accompagner en termes de mobilité. Donc je pense que si on lève ce tabou, moi-même j'étais d'ailleurs circonspect au départ en disant, vous en souvenez, voilà, j'ai besoin d'y réfléchir parce que, mais je reste convaincu aujourd'hui que non seulement il ne faut pas avoir peur de l'avenir, il ne faut pas avoir peur de l'investissement, il ne faut pas avoir peur d'imaginer un développement qui va demander de lourds investissements de transport, parce que premièrement, on en a besoin. Deuxièmement, on a besoin de gagner du temps, non pas pour gagner du temps, mais pour retrouver de la liberté de manœuvre. Avec une vitesse commerciale du tram à 16, 17, 18 km/h dans le meilleur des cas, on ne répond pas substantiellement aux besoins d'une partie de la population. Et donc la voiture reste encore une alternative possible et même plutôt intéressante malheureusement. Donc dans cette compétition, il faut trouver un autre moyen d'être en avance. Ce qui fait que, finalement, je me suis dit, au fil de la réflexion, outre le débat que je menais sur Gradignan, parce que, au fond, le problème de Gradignan, comme d'ailleurs de Talence et même de Pessac, c'est l'évolution du domaine universitaire, comme une des grandes polarités. La dévolution du patrimoine à l'université fait qu'aujourd'hui, les projets universitaires fleurissent. Je cite un seul exemple, sur le coin de Gradignan qui se trouve à cheval sur Pessac et Talence, puisqu'on essaie de grignoter du terrain sur les villes voisines, de faire un peu d'expansion urbaine. C'est 1000 logements étudiants qui se construisent actuellement, 1000 logements étudiants. Comment est-ce qu'ils vont se déplacer? La question ne se pose pas, ils vont aller prendre la ligne B, mais ça ne répond pas à tous les besoins. On partage la vie économique, Trifrog qui a commencé à 3 à Pessac, ils sont 70 maintenant, une entreprise très prometteuse sur la culture de cellules souches pour lutter contre certaines maladies. Ils vont construire pour 300 salariés avec la vocation de passer à 600 sur le campus universitaire. On va connaître une densité extraordinaire du domaine universitaire en même temps que des reconquêtes naturelles. Donc il faut passer à autre chose. Et moi je pense aujourd'hui effectivement que le métro constitue peut-être, après la levée du tabou, la deuxième vie du transport collectif dans la métropole. Et je disais en son temps, pendant que nous ergotions à dire oui, mais la ligne qui passe par les boulevards, vous savez, 500 millions d'euros, c'est cher. Dans le même temps, Toulouse votait une deuxième ou troisième ligne,
troisième ligne à 2 milliards d'euros, voilà, sans avoir forcément l'argent. Autrement dit, je pense que lorsque les élus deviennent des gestionnaires sourcilleux, et ils doivent l'être, et abandonnent la question de la stratégie, on est sur une mauvaise route, et je pense qu'il est temps de se réapproprier la stratégie des transports collectifs, de mettre de côté ces clivages et ces dogmes politiques qui sont sans doute bien dans une définition de l'avenir du pays, mais là on est confronté à quelque chose de très pragmatique, et je pense qu'il faut sortir des clivages pour essayer de trouver ce second souffle. Incontestablement, le métro en est un, et il faut avoir une ambition à l'échelle du siècle. En matière d'urbanisme, il faut avoir une ambition à l'échelle du siècle, parce que quand on perd du terrain, on ne le retrouve qu'un siècle plus tard, dans le meilleur des cas, et quand on lance des infrastructures lourdes, qui sont une première ligne, une deuxième, là on raisonne à l'échelle de 30, 40, 50 ans, c'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà, donc moi-même j'ai approfondi ma réflexion, et c'est sans nuance évidemment que j'y suis favorable. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci beaucoup Emmanuel de nous accueillir. Merci à Métro de Bordeaux d'avoir organisé cette réunion et d'avoir fait toutes ces études qui sont éminemment intéressantes. Et merci M. Bossredon d'animer. Oh, vous n'avez pas encore beaucoup animé, mais ça va venir. Et alors, je vais faire en sorte de ne pas trop redire ce qui a déjà été dit par plus compétent que moi sur le sujet, parce que je pense, et sans excès de modestie et sans fausse modestie, je pense que des trois maires qui sont présents, je suis sans doute celui qui maîtrise le moins le sujet des mobilités. Mais je voudrais partager avec vous quelques convictions qui m'amènent à être présent aujourd'hui devant vous et de pouvoir parler de ce métro dans lequel il me semble que nous devons collectivement croire, en tout cas investir pour pouvoir avancer. Tout d'abord, la conviction que j'ai, c'est que dans les années qui viennent, c'est pas une conviction que j'avais initialement, mais que j'ai forgée, et notamment en 2019, là, au moment où il y a eu ce débat qui a été fugace, trop rapidement expédié à la suite de la conférence de presse de rentrée que le président Bobet avait lancé, c'était en septembre 2019, et même pas un mois plus tard, tout était enterré, sans mauvais jeu de mots concernant le métro. À ce moment-là, j'avais regardé le sujet de manière un peu plus proche, un peu plus investie, et j'en avais acquis la conviction que si le métro n'était peut-être pas la solution absolue, il n'était en tout cas pas le tabou dont vient de parler Michel, et ne peut peut-être pas constituer absolument le totem, mais en tout cas une solution qu'il nous fallait étudier de manière sérieuse. Parce que, à ce moment-là, dans les convictions que j'ai acquises, il y avait que nous allons, dans un avenir assez proche, en tout cas à l'échelle de la construction des infrastructures qui nous permettraient de sortir de cette impasse, nous arrivons donc d'ici 2030 dans une impasse des transports, à l'échelle de la métropole. Au vu de l'attractivité que nous exerçons, au vu de l'augmentation démographique, au vu et on ne peut que s'en réjouir, de l'attractivité économique de l'implantation, et tout à l'heure on parlait de l'université, on peut parler de l'opération intermétropolitaine Bordeaux-Innoccampus sur nos territoires communs, et nous voyons bien qu'il y a véritablement là une augmentation, un développement de l'économie qui fait que, même sans que tout le monde habite ici, beaucoup de gens viennent ici. Quand je dis ici, c'est la métropole. Alors, bien sûr, notre territoire en particulier, mais c'est la métropole, de manière globale. Nous voyons bien qu'à l'horizon 2030, on va dans le mur. On ne peut pas avoir pour horizon simplement le fait de tout le monde se déplacer à vélo, sur des courtes distances. Quand il fait beau, quand tout va bien, très bien. Et j'adorerais faire plus souvent du vélo. Et je suis très admiratif de tous ceux qui font une conviction profonde de faire du vélo. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui utilisent encore la voiture, il y a beaucoup de gens qui habitent assez loin. On a beaucoup parlé en son temps, ou en leur temps, des Gilets jaunes. Je pense qu'il ne faut pas oublier que la réalité qui a conduit aux Gilets jaunes n'a pas disparu. Elle n'a absolument pas disparu. Alors on parle du RER métropolitain, c'est très bien, on parle des TER, on parle des transports du quotidien pour un environnement de quelques dizaines de kilomètres, mais après il faut pouvoir rallier à l'intérieur de la métropole les points
qui nous permettent de travailler, de vivre, d'habiter, etc. Donc là, aujourd'hui, on a une vraie difficulté dont tout le monde, je dirais, a conscience et qui, je pense, n'est contestée par personne, mais qui aujourd'hui n'a pas de solution satisfaisante. Le schéma des mobilités tel qu'il a été présenté par la majorité métropolitaine actuelle est un schéma d'attente, mais pas un schéma d'avenir. Un schéma qui permet très certainement de pouvoir satisfaire des volontés du quotidien dans un horizon de très court terme, qui permet peut-être aussi, un peu artificiellement, de se satisfaire d'une situation que nous avons connue ces derniers temps du fait de la crise du Covid et du télétravail, on en a parlé tout à l'heure, qui a laissé imaginer que tout d'un coup il y avait une évaporation de la circulation sur notre territoire. Cette évaporation, c'est un acte de foi, c'est certainement pas une vérité établie scientifiquement. Donc ça suppose que, tout simplement, nous nous réveillons collectivement pour savoir de quelle manière on va pouvoir relever le défi de ces déplacements massifs qui reviennent. Quand on se déplace aux heures de pointe, on voit qu'ils sont rapidement revenus d'ailleurs, et qui aujourd'hui n'ont pas de solution véritable, de solution sérieuse. Donc ma conviction, c'est que le métro n'est peut-être pas la seule solution, mais c'est une solution dont on ne doit pas faire l'économie. En tout cas, pas l'économie d'une étude sérieuse. Ce que nous n'avons jamais fait, en tout cas jamais pris en considération jusqu'à présent. Nous avons aujourd'hui des personnes, alors là, moi, je tiens à vous tirer mon chapeau, à vous rendre hommage, parce que de manière bénévole, prendre de votre temps, de votre argent aussi, pour soutenir une démarche dans laquelle vous n'avez pas d'intérêt personnel. Je parle bien sûr de l'association Métro de Bordeaux. Moi je dis chapeau, parce que ça permet de remettre sur le dessus de la pile un sujet qui aurait été trop rapidement mis de côté. Et donc moi, grâce à votre action, grâce à la présentation que vous m'avez faite, et je vous en remercie encore, je dis, je ne suis pas certain que le circuit que vous avez prévu pour la première ligne soit le meilleur circuit. Je trouve qu'il ne passe pas assez à Pessac. Mais je suis convaincu en tout cas qu'il faut un circuit de métro. Et je pense qu'il est difficile d'imaginer que nous ayons raison seuls. Toutes les grandes métropoles ont plusieurs modes de déplacement et ont un métro. Moi j'avais mes études à Paris, j'étais évidemment drogué au métro, donc moi je me déplaçais qu'en métro. C'était tellement facile, tellement simple. Alors bien sûr, l'interconnexion des lignes y aide beaucoup, j'utilisais parfois le RER aussi, mais quand on va à Lyon, on a une multiplicité de modalités de déplacement. Quand on va à Toulouse maintenant, qui est vraiment là pour le coup un peu notre sœur jumelle, mais on voit que notre sœur jumelle, elle a 20 cm de plus que nous, quoi. Ce qui est bizarre pour une sœur jumelle, donc en matière de déplacement. Donc je pense que nous avons là véritablement un retard à compenser. Alors on dira oui, mais ils ont dépensé beaucoup d'argent, ils sont beaucoup plus endettés que nous. Oui, enfin bon, ils ne sont pas dans une insoutenabilité, je dirais, de la dépense à Toulouse, et je ne pense pas que la situation financière de la métropole soit aujourd'hui, je dirais, grévée par des investissements qui auraient été excessifs. Donc je pense qu'il y a peut-être à remettre l'église au milieu du village, et la métropole est là pour faire des investissements. Elle n'est pas là pour assurer un fonctionnement du quotidien, elle est là pour assurer des investissements et préparer l'avenir. Le quotidien, c'est les mairies qu'il faut, c'est les communes. Et il nous faut absolument, aujourd'hui, véritablement, remettre la métropole dans son champ, c'est-à-dire prévoir l'avenir à long terme. Et je dis long terme, parce que tout à l'heure je parlais de 2030 pour être ce mur dans lequel nous nous trouvons, mais nous avons, le jour où nous démarrerons enfin des études sérieuses, il nous faudra, je ne sais pas, bon, peut-être un an et demi, avant d'imaginer que nous pourrions aller plus loin, mais le jour où nous aurons décidé d'appuyer sur le bouton métro, il faudra 10 ans avant que nous inaugurions une ligne. C'est à peu près ça. 8 ans 8 ans. Alors, si on inclut les études, ça fera 10. Donc voilà, donc 10 ans à partir d'aujourd'hui, si on décidait de faire des études sérieuses. Pas une étude simplement légère, et surtout une étude qu'on ne ferait pas avec légèreté, une étude sérieuse. Et cette étude sérieuse, aujourd'hui, elle n'est malheureusement pas lancée. Elle a été ébauchée, de manière, là, pour le coup, très approfondie, mais il faut qu'elle soit
endossée, qu'elle soit commandée par la puissance publique, par la métropole, pour pouvoir véritablement avoir une légitimité qui permettrait de pouvoir en débattre et de pouvoir peut-être l'écarter. Il faut l'envisager aussi. Mais en tout cas, que nous l'étudions complètement. 10 ans, c'est énorme. 10 ans, c'est énorme, et ça ne nous permet malheureusement pas déjà d'éviter le mur de 2030. Donc, faisons en sorte de ne pas perdre plus de temps. Et faisons en sorte, comme le disait Michel aussi, nous sommes élus, il faut être gestionnaire sourcilleux, mais un élu, ça n'est pas un gestionnaire. Il est aidé par des gestionnaires, il doit avoir un souci de gestion. Mais un élu, c'est d'abord quelqu'un qui doit avoir une vision. C'est quelqu'un qui doit aussi endosser une forme d'audace. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est toujours corseté par des règles de tous côtés. Je ne veux pas dire qu'il faut s'affranchir des règles, je dis simplement que c'est à nous de les faire évoluer. Et c'est à nous aussi de montrer quels sont les chemins qu'il nous faut aller explorer. Surtout quand ces chemins ont déjà été explorés par d'autres, avec bonheur, dans d'autres métropoles. On n'est pas particulièrement pionnier. On serait suiveur déjà avec beaucoup de retard. Mais n'accroissons pas le retard. Étudions avec véritablement sérieux et conviction cette solution du métro. Quitte, moi je suis prêt à ce qu'au terme des études on dise c'est pas une bonne solution, mais allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout, et effectivement, abandonnons ce tabou. Trop de gens à qui moi je parle du métro me disent mais non, mais à une époque on disait que de sang, on ne pouvait pas dans le sous-sol de Bordeaux. On ne pouvait pas faire de métro dans le sous-sol de Bordeaux. Je ne suis pas ingénieur, je ne dis pas que c'est possible. Apparemment, de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, ce qui était peut-être plus compliqué il y a 30 ans, est sans doute aujourd'hui beaucoup plus réalisable, et voire réalisable tout court. Bon, mais montrons-le, et évitons de rester sur des a priori, sur des on-dit qui peut-être étaient fondés il y a des décennies, qui sont sans doute beaucoup moins, ou peut-être plus du tout, aujourd'hui. Mais allons jusqu'au bout. Voilà, c'est ça ma conviction, c'est pas de solution établie, pas de totem, pas de tabou, comme tu l'as dit, et allons jusqu'au bout, en tout cas, de la démarche. Merci beaucoup. Je vais passer la parole aux membres de l'association Métro de Bordeaux avec une première question, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont dites, et malheureusement il n'y a pas de membres de la majorité de métropole présents ce soir pour répondre. Alors, on va peut-être essayer de résumer leurs pensées sans parler pour eux, mais l'idée aujourd'hui qu'ils défendent, c'est de dire qu'il faut peut-être faire preuve de sobriété aujourd'hui, que ce soit dans les projets d'infrastructure, dans la gestion de l'argent public aussi. Il va falloir qu'on évoque le coût d'une ligne de métro, et que par rapport aux solutions qui sont présentées, eh ben, ils présentent une solution, un bouquet de mobilité. Vous avez évoqué le vélo, peut-être que par rapport aux déplacements qui sont effectués, il ne faut pas sous-estimer la puissance du vélo, et qu'on peut en faire aussi, même quand il ne fait pas beau. Il y a eu des chiffres qui sont sortis, qui montraient que même pendant les périodes d'automne, d'hiver, on avait des hausses de cyclistes sur la métropole. Il y a des hausses qui progressent depuis plusieurs années maintenant. Et puis, autre sujet qui a été abordé, qui est très intéressant, je pense, c'est la question des polarités. Est-ce que, avec cette question des gilets jaunes, effectivement, est-ce que l'enjeu des prochaines années, c'est pas surtout de desservir les territoires en dehors de la métropole, et que, par rapport à ça, la réponse de la métropole aujourd'hui, c'est des RER métropolitains. Donc, avec tout cet ensemble de solutions qui sont mises sur la table aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que ce sera quand même suffisant pour aborder ce mur de 2030 ? Qu'un métro, du coup, serait peut-être un petit peu dispendieux. Bonjour à tous, merci déjà d'être venus. Bonjour à tous et à toutes. Alors non, ce serait une surprise effectivement que je vous dise que si il n'y avait pas besoin d'organiser toute cette réunion. On pense que le métro est nécessaire à Bordeaux justement parce qu'il apporte une solution effectivement à la métropole, mais il apporte aussi des réponses à l'extérieur de la métropole, et c'est ce que je vais tenter de vous montrer ce soir. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on a fonctionné au sein de l'association pour imaginer cette ligne de métro, quels sont les enjeux que l'on a pris en compte. Alors d'abord, on a pris en compte des enjeux globaux. Premier enjeu que l'on connaît tous, c'est de décarboner les déplacements. Il y a d'autres enjeux, transporter 42% de voyageurs supplémentaires sur le réseau TBM à l'horizon de 2030, également donner plus de place aux vélos, aux piétons, et enfin à la végétation. Ces quatre enjeux
il nous amène à réfléchir à de nouveaux modes de transport en commun qui permettent à la fois de renforcer l'attractivité du réseau, d'apporter plus de capacité également sur ce réseau, et enfin de définir des modes de transport qui n'encombrent pas la surface. Ça, c'est un enjeu prioritaire justement pour permettre de faire circuler tout le monde en surface, sans même parler de laisser la voiture ou de supprimer la voiture en surface. En dehors de ça, si on est là à Talence, c'est plus particulièrement pour parler des enjeux spécifiques au sud-ouest. Et donc, lorsqu'on a étudié cette question du métro, on a vraiment pris en compte les attentes du sud-ouest, notamment parce qu'on a déjà pu échanger avec les maires du sud-ouest, et donc on avait quand même quelques idées de leurs attentes. L'une de nos priorités dans le sud-ouest, c'était de desservir ce quartier de Talence-Thouars, qui est finalement le dernier quartier prioritaire, qui reste loin, éloigné des infrastructures lourdes de transport en commun. C'est le dernier intra-rocade. Et donc avec le métro, on avait l'ambition de lui proposer une solution. Le deuxième enjeu auquel on tente de répondre avec le métro, c'est d'offrir aux flux entrants, notamment aux flux entrants de l'extra-rocade vers l'intra-rocade, de l'extérieur de la métropole vers l'intérieur de la métropole, et précisément dans le cadre de la future zone à faible émission à l'intérieur de la rocade, donc d'offrir à l'ensemble de ces flux une solution alternative à l'utilisation de la voiture. On verra plus spécifiquement comment. Troisième enjeu, c'était de connecter le sud-ouest de l'agglomération à son environnement immédiat, parce que la priorité, peut-être pour vous et pour nous, c'est pas nécessairement d'aller directement à Bordeaux-Centre, c'est peut-être d'aller plus facilement au centre de Pessac, d'aller plus facilement à Talence, peut-être à Bègles, ou peut-être au CHU. Et donc, lorsqu'on a réfléchi au métro, on a intégré cette dimension. Le quatrième enjeu, c'était aussi, nécessairement, lorsqu'on étudie les flux entre le sud-ouest de l'agglomération et Bordeaux, on voit quand même que la masse des déplacements se font entre le sud-ouest et le centre de Bordeaux, et donc le métro devait répondre à cet enjeu. Cinquième enjeu, c'était évidemment, c'est incontournable, décongestionner la ligne B du tramway, qui aujourd'hui est une des lignes les plus congestionnées avec la ligne A, qui souffre beaucoup de sa fréquentation, et donc on ne peut pas augmenter au-delà les fréquences depuis la mise en place des services partiels, donc on est bloqué sur cette ligne B, de sorte qu'il faut trouver une alternative, et cette alternative, on verra, c'est le métro. Le sixième enjeu, c'était de compléter la desserte du campus RTPG Talence-Pessac-Gradignan. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le campus, effectivement, la ligne B innerve ce campus. Simplement, vous avez encore des zones qui ne sont pas desservies, par exemple le secteur des IUT, le secteur de l'école d'architecture et le secteur de KEJ, donc l'école de management. Et donc, c'est un des enjeux auxquels on a souhaité répondre. Septième enjeu, c'était de connecter directement entre les campus. Donc là, c'était une attente des étudiants avec lesquels on a pu échanger, d'ailleurs qu'on avait aussi invité ce soir, mais dont on n'a pas eu la réponse. Mais en échangeant avec eux, l'une de leurs attentes, c'était justement de mieux relier les campus entre eux, parce qu'aujourd'hui, l'université de Bordeaux, c'est plus... alors moi, quand j'étais à l'université, c'était Bordeaux 4, et Bordeaux 1, Bordeaux 2, Bordeaux 3, Bordeaux 4, c'est l'université de Bordeaux. Il reste quand même l'université Montaigne, mais les autres ont fusionné au sein de l'université de Bordeaux. Et donc le métro était peut-être l'occasion de rechercher une unité entre tous ces campus. Et donc c'est l'un des objectifs qu'on s'est donné avec la ligne de métro. Et enfin, le dernier enjeu propre au sud-ouest, c'était de relier le campus de Talence-Pessac-Gradignan à la gare Saint-Jean. Donc d'offrir aux étudiants une possibilité de connexion directe à la gare Saint-Jean, sans rupture de charge, c'est-à-dire sans correspondance. Donc voilà tous les enjeux spécifiques au sud-ouest. Alors maintenant, comment on y a répondu? On y a répondu avec une ligne de métro. Alors, on s'appelle métro de Bordeaux, mais pour autant, on porte un projet global de mobilité. Autrement dit, on n'a pas voulu s'enfermer dans un mode, et on considère, et ça a été rappelé aussi par les trois maires, on considère que le métro est simplement une pièce du puzzle, une pièce maîtresse du puzzle, certes, mais simplement une pièce du puzzle. Et donc on insiste beaucoup là-dessus. Il y a le métro, certes, il y a aussi le téléphérique sur la carte, on peut être plus ou moins convaincu. Le téléphérique, il y a aussi le vélo, il y a aussi la marche, évidemment. Et surtout, on conserve le tramway. Le tramway, il existe, il fonctionne, il rend service. Et donc,
on articule la ligne de métro autour de ce tramway. Donc vous avez plusieurs caractéristiques ici que vous retrouverez, donc je n'approfondis pas. Simplement 5 communes desservies. 5 communes desservies, c'est exactement comme la première phase du tramway à Bordeaux. La première phase du tramway à Bordeaux permettait de desservir 5 communes. Et bien la première phase du métro à Bordeaux pourra desservir aussi 5 communes. Bordeaux, Senon, Gradignan, Pessac et Talence. Vous voyez, le sud-ouest de l'agglomération est assez bien, profite assez bien de ce projet. Ensuite. Alors, au sud-ouest de l'agglomération, comment on a imaginé cette ligne? Alors d'abord, vous avez une ligne qui a 5 stations de métro à Talence, Pessac, Gradignan, donc Talence 3, Compostelle, Sciences Po, Arts et Métiers et la Médoquine. Deuxième point, on a imaginé irriguer également le sud-ouest de l'agglomération, faire profiter tout le sud-ouest de l'agglomération des avantages du métro grâce à ce qu'on a appelé des métrobus. Aujourd'hui, on parle aussi de bus express. Avant, on parlait aussi de bus à haut niveau de service. Nous, on les a appelés métrobus parce qu'il y a métro dedans et il y a bus, donc on a appelé ça métrobus. C'est pas innovant, ça existe déjà ailleurs, c'est pas une propriété intellectuelle. Donc des métrobus qui sont connectés au métro et qui permettent d'irriguer tout le sud-ouest de l'agglomération vers Villeneuve-d'Ornon, vers Bègles et vers également Gradignan. Et donc ça permet de gagner du temps depuis toutes les communes du sud-ouest de l'agglomération. Ensuite, troisième point, on ne greffe pas simplement des métrobus, on greffe également les cars express qui seraient connectés au métro et donc qui permettent également aux gens de l'extérieur de la métropole de gagner du temps grâce au métro. C'est pour ça que le métro n'est pas un projet que pour la métropole et encore moins un projet que pour le centre de Bordeaux. C'est vraiment un enjeu, c'est vraiment un projet de toute l'agglomération et même de toute l'aire urbaine. C'est d'autant plus un projet de toute l'aire urbaine, et c'est le quatrième point, que le métro est connecté également au RER métropolitain, qui est un projet dans les cartons de la métropole et qui même avance aujourd'hui, puisqu'il y a déjà des lignes entre Arcachon et Libourne. Donc le métro est connecté à hauteur de la gare de la Médoquine au RER métropolitain, ce qui permet aux gens d'Arcachon, même aussi de Marcheprime, bref, toute la ligne qui va vers le bassin, de gagner du temps pour accéder à la fois au campus et pour accéder aussi au centre de Bordeaux ou à l'hôpital Pellegrin, donc à des équipements d'agglomération. Cinquième point, le métro est articulé autour du vélo. On a imaginé, on a été très loin dans la réflexion dans le cadre de l'association, notamment grâce à Antonin qui est ici et qui a beaucoup œuvré sur ce plan vélo. Donc on a imaginé un réseau hiérarchisé de voies cyclables avec un réseau express qui est complètement indépendant. Aujourd'hui, par exemple, si vous regardez le projet de bus à haut niveau de service Cours de la Marne, vous voyez que le bus va partager la voie avec le vélo. Nous, l'une des priorités, c'était de faire un réseau express vraiment indépendant, où les vélos ont leur voie indépendamment des bus, indépendamment évidemment des piétons, et indépendamment évidemment aussi de la voiture. À côté, on a imaginé aussi des pistes cyclables de rabattement qui permettaient d'organiser ce lien modal entre le vélo et le métro. Ensuite, c'est la question. Ensuite, ce que je vous propose, c'est des exemples de temps de trajet qui permettent de vous rendre compte ce que permettrait le métro. Vous vous projetez, vous fermez les yeux 2 secondes, vous projetez en 2030, hop, voilà, le métro est fait, vous avez pris les bonnes décisions et vous pouvez désormais prendre le métro à partir du sud-ouest de l'agglomération. Donc ici, entre Talence 3 et site administratif, le métro, vous mettez 11 minutes contre 47 minutes aujourd'hui. Vous gagnez 77% de votre temps de trajet. C'est considérable. D'autres projets, que d'ailleurs vous pouvez retrouver dans le livrable. Église de Gradignan, place Gambetta. Aujourd'hui, c'est 51 minutes. Avec un tram, ce serait 45 minutes. Avec le métro, associé au métrobus qu'on a imaginé, c'est plus que 26 minutes. Donc même de Gradignan, vous pouvez gagner du temps. Donc c'est vraiment, le métro est vraiment un projet pour l'ensemble de l'agglomération et le sud-ouest notamment. Église de Gradignan, Gare Saint-Jean, etc. Vous retrouvez plein d'autres exemples. D'ailleurs, j'en profite, et là c'est Paul Lopez qui est ici. C'est un peu Notre-Dame. C'est exactement, mais Monsieur le maire de Pessac a dit qu'il fallait remettre l'église au centre du village. On a mis l'église de Gradignan au centre de notre
de notre présentation. Et donc, Paul Lopez a fait un calculateur d'itinéraire, et donc il vous permet de vous projeter en 2030 et de regarder quel serait votre itinéraire grâce au métro et combien de temps vous gagneriez grâce au métro. Donc vous pouvez aller plus vite là-dessus. Vous avez d'autres Blanquefort-Compostelle. Donc vous voyez, même de Blanquefort, le métro peut être utile pour rejoindre le sud-ouest de l'agglomération. Selon la Morlaix, Arts et Métiers, 21 minutes à la place de 44, vous gagnez quasiment la moitié de votre temps de trajet. Temps de trajet que vous pouvez dédier à d'autres occupations que simplement se transporter. Et je crois que c'est tout. Je vous remercie de votre attention et maintenant on place au débat. Si je peux me permettre. Je peux me permettre de lancer une première question. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et on a parlé du tabou du métro tout à l'heure. Est-ce qu'il est véritablement levé ce tabou? Parce qu'on parle encore de l'impossibilité de creuser dans Bordeaux. Il y a encore beaucoup de gens qui disent qu'il y a des immeubles très fragiles dans le centre de Bordeaux qui connaissent des difficultés aujourd'hui. Si jamais on creuse, ces immeubles vont s'effondrer. Et on n'a pas parlé du coût, parce que c'est très joli ce projet. Quand on le présente comme ça, évidemment que tout de suite on a envie de signer les deux mains, mais il y a un coût derrière, et comment est-ce qu'on le finance? C'est quand même deux aspects aujourd'hui essentiels pour la réalisation de ce métro et qui expliquent que pour l'instant on a des élus qui sont plutôt frileux par rapport au fait de s'engager sur ce projet qui serait très très lourd quand même. Alors est-ce que c'est faisable? Réponse oui, alors là c'est pas non plus une surprise. Oui, on s'est attaché les services d'un ingénieur géotechnicien, Jean Pirot, qui a travaillé déjà sur le premier projet de métro historiquement. Si vous allez aux archives municipales et métropolitaines, vous pourrez retrouver les archives du métro, donc vous pourrez éventuellement vérifier ce que je vais vous dire, et vous retrouverez notamment une de ces études qui dit très clairement que le métro est réalisable à Bordeaux. Donc déjà dans les années 80, c'était possible. Et donc cet ingénieur géotechnicien, nous a dit, à Bordeaux, on a plusieurs couches géologiques. On a effectivement une couche de remblai, on ne creuse pas un métro dans le remblai. On a aussi un sous-sol karstique, calcaire karstique. Là, c'est pas non plus très favorable pour creuser. Mais en dessous, à moins 20, moins 25 mètres, sous nos pieds, vous avez une couche qu'on appelle les marnes étanches. Et c'est dans cette couche que l'on creuserait le métro. Est-ce que c'est particulier à Bordeaux? Non. Je me suis déplacé pour l'inauguration du téléphérique dernièrement à Toulouse, et Toulouse a creusé son métro également dans les marnes étanches. Donc, est-ce qu'on sait creuser un métro dans les marnes étanches? Oui, exemple, à Toulouse. Toulouse, il n'y a pas eu de problème spécifique. La même profondeur. C'est exactement la même profondeur. On serait peut-être un petit peu moins profond à Bordeaux. Par exemple, pour la deuxième ligne de métro de Toulouse, forcément, ils ont creusé un peu plus pour éviter la ligne A. Mais donc on est à peu près sur le même ordre de profondeur, pareil par exemple à Rennes. Aujourd'hui, au tunnelier, c'est à peu près cet ordre. Alors pourquoi, si on disait ça à l'époque, pourquoi on a tous collectivement dans l'esprit que ça n'était pas possible? Alors a priori, ce serait des enjeux politiques qui ont déterminé ça. De ce qu'on... Les politiques auraient menti. Disons que pour arranger les choses, il a été dit que c'était impossible de creuser à Bordeaux et qu'il fallait préférer des solutions plus légères comme le tramway. Parce que c'est resté quand même à l'oreille de beaucoup. Ouais. Alors paradoxalement, nous, quand on a créé l'association, on a beaucoup travaillé sur la thématique de est-ce qu'on peut creuser un métro à Bordeaux. On se disait, quand on va aller devant les élus, forcément c'est le premier point qu'ils vont soulever. Et étrangement, les premiers élus qu'on a rencontrés nous ont tous dit non, on sait depuis le début que c'est faisable. Alors, on était un peu déçus parce qu'on avait préparé notre argumentaire sur peut-on creuser un métro à Bordeaux, et ils nous disaient directement mais non, on sait que c'est faisable. Donc aujourd'hui, les élus qui étaient là ne doutent pas de ça, de ce que c'était déjà faisable. Et pour preuve, alors vous ne savez peut-être pas, mais lorsque Bordeaux faisait face à des inondations assez importantes dans les années 80. Chaban-Delmas avait, Chaban-Delmas, pas que lui, la métropole a étudié la possibilité de creuser des collecteurs d'eau pluviale pour justement lutter contre les inondations. Donc aujourd'hui, lorsque vous vous promenez par exemple sur le cours Arnozan à Bordeaux, vous ne le savez pas, mais sous vos pieds, vous avez quand même un collecteur qui a exactement le même gabarit qu'un tunnel de métro, qui a été inauguré par Chaban-Delmas à bord d'un monospace, d'un espace à l'époque. Donc c'est pour vous dire le gabarit. On a déjà creusé à Bordeaux
Et ça s'est très bien passé, aucun effondrement. Il y a eu, pour ne rien vous cacher, un bâtiment sur lequel des désordres ont été relevés, et finalement des mesures de précaution, des mesures préventives ont été prises, et l'immeuble est toujours là aujourd'hui. Oui, juste très, très brièvement sur la question du coût, parce que oui, c'est important, évidemment, 2 milliards d'euros. Moi, je pense qu'il faut se méfier des arguments de paravent. Le sol n'est pas bon, ça coûte trop cher, etc. Relié d'ailleurs avec la question de la sobriété, je crois qu'il ne faut pas se tromper de cible. La question du coût, dans beaucoup de projets publics, est invoquée. Alors, le coût, soit on le regarde comme une charge écrasante, ou on le regarde comme un investissement qui produit de la confiance en l'avenir et des solutions pour l'avenir. Voilà. Quand on consent un équipement coûteux et que l'on s'endette, en réalité, on s'enrichit. Donc la question du coût, c'est tout à fait relatif. D'ailleurs, il suffit de voir les questions économiques et macroéconomiques pour s'apercevoir que, au fond, on n'a pas de problème d'argent. On a un problème de répartition de l'argent, de priorisation des allocations financières, mais il faut regarder de l'autre côté ce qu'on va gagner. Ce qu'on va gagner en temps, en confort, en pacification des villes et en amélioration de la vie quotidienne. Et ça, c'est un bénéfice, et on le voit bien dans l'évaluation socio-économique des projets, tout ça se valorise. Juste une remarque, parce que peut-être vous ne le dites pas assez, mais évidemment on parle du métro, mais il faut aussi dézoomer et regarder la question de la conciliation entre l'efficacité des transports collectifs, tout mode qui s'additionne et qui se complète, avec la question de la pacification des villes. C'est pour ça que la question des métrobus que vous évoquez me paraît extrêmement importante, parce que si c'est un métro interne à la métropole, la question c'est comment on y va. Et si on y va tous en voiture individuelle, c'est la mort assurée. Le territoire du Grand Niant, vous le connaissez, Gilles Savary le sait, l'État lance le débat, relance le débat sur la question de l'élargissement à 2 fois 3 voies, l'autoroute de A63 depuis Salles jusqu'à la Rocade, en ayant imaginé pour l'instant 55 millions d'euros depuis Cestas jusqu'à la Rocade, et maintenant on envisage qu'est-ce qui va se passer, un péage, tout le monde va se rediriger vers la Nationale 10. Si vous rajoutez une station, non pas à Gradignan, mais à Compostelle, à nouveau la Nationale 10, l'ex-Nationale 10, redevient un tuyau majeur automobile pour, d'un côté, chanter le péage, et de l'autre côté, pour venir rejoindre le métro. Donc la question de la pacification des villes, c'est une question d'articulation de mode efficace qui préserve et qui empêche finalement de pénétrer dans les villes parce qu'il y a des solutions qui s'additionnent les unes aux autres. Je crois que c'est important de le dire, sinon ça fait peur. Voilà, c'est juste une remarque que je voulais faire. Je voulais juste apporter, lorsqu'on a fait la préétude, le coût d'un métro, on le connaissait à peu de choses près. Il y avait même d'ailleurs une potentialité d'une deuxième ligne qui avait été regardée, qui est du côté de Gravelines. Si on part sur un élément de 2 milliards d'euros, j'ai eu cet échange avec Patrick Beauvais, qui était l'ancien vice-président aux finances, et moi j'ai été celui pendant un an à ses côtés. Grosso modo, la question de l'investissement relevait avant tout de choix, c'est-à-dire avoir pendant, on va dire, 5 à 8 ans, une marge d'autofinancement dégagée chaque année par la métropole sur son budget propre pour pouvoir reconstituer des réserves. Il faut quand même le dire qu'au terme de ce mandat, je parle de 2020, la majorité actuelle répondra de la santé financière au terme de ce mandat, la métropole était parmi les moins endettées de France, de très loin, et donc présente de vraies capacités à pouvoir investir. Après, on met sur le métro, on met sur le train, on met sur les vélos, on fait ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est pour moi le fondement financier est à peu près aussi faux que le fondement de l'incapacité technique. Donc il y avait cette première possibilité-là. Il y avait une deuxième possibilité qui consistait à dire que pendant la construction, eh bien, la métropole mettait de côté, comme elle l'a fait lorsqu'on a construit 3 lignes de tram ensemble, eh bien, voilà, à l'image de ce que fait Toulouse. Alors si on veut être honnête, Toulouse dégage un versement transport de la part des entreprises qui est quand même bien plus important que celui de Bordeaux Métropole. Mais c'était la faisabilité juridique, financière, pardon, elle est parfaitement faite. Et puis le deuxième point dont on oublie souvent, c'est qu'on a un investissement, tout ça est très bien, mais après il y a le fonctionnement. Et le métro est le seul moyen de transport, et c'est comme ça à Toulouse si mes mémoires sont bonnes, qui est rentable dans son fonctionnement du quotidien. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez livré, il s'autofinance lui-même par le produit des recettes, ce qui n'est le cas d'aucun autre mode de transport, puisque vous savez qu'aujourd'hui on a... Donc ça veut dire que financièrement il y a un effort à faire, mais aujourd'hui la métropole, tu disais Franck tout à l'heure, sa compétence première,
c'est l'aménagement du territoire, et c'est les transports, c'est le ramassage des déchets. On n'a pas forcément besoin de se perdre dans 800 000 compétences annexes, qu'elle fera forcément moins bien que les villes ou d'autres. C'est la raison pour laquelle on en dénonce quelques dérives actuellement, mais elle aura la capacité financièrement à le faire. C'est une question de choix. Il sera toujours très compliqué d'expliquer que Toulouse a 3 lignes de métro et que la petite sœur jumelle, donc, elle n'en a aucune et que c'est sûrement pas faisable à 200 km au nord de la Garonne. Merci, on va peut-être passer aux questions du public. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Merci Karine Labatte, donc conseillère métropolitaine pour la ville de Gradignan. Je suis membre de la commission mobilité et transport à la métropole. Je voudrais d'abord souligner effectivement la remarque sur les flux de circulation que vous avez notés dans le quart sud-ouest de la métropole, à savoir que, et là on ne pourra pas nous taxer d'être de mauvaise foi en ce qui concerne ce que je vais dire, c'est-à-dire que cette étude, ce chiffre, qui dit que c'est le quart sud-ouest de la métropole qui a le plus de flux domicile-trajet, et c'est aussi le plus mal desservi par les transports en commun. Ça, c'est une donnée qui a été fournie par les études qui ont été menées par la nouvelle majorité métropolitaine. C'est indiscutable. Donc, face à ce constat, effectivement, votre proposition, elle est très intéressante. Je voudrais rajouter peut-être une pièce, ou en tout cas une alerte supplémentaire sur la nécessité de renforcer les transports en commun dans ce quart sud-ouest. C'est que nous avons l'OIM Bordeaux Inno Campus qui arrive. 25 000 trajets supplémentaires par jour. 70% d'autosolisme, même après les aménagements de mobilité qui sont prévus. On passerait de 80% d'autosolisme à 70%, c'est très peu. Ça veut dire que les solutions de mobilité qui sont envisagées sur l'OIM Bordeaux Inno Campus, elles sont insuffisantes, puisqu'on n'arrive pas à améliorer la mobilité dans ce quart sud-ouest. Avec cet afflux supplémentaire qui est très intéressant, qui va nous donner une attractivité énorme sur le territoire de l'OIM, c'est très dommage qu'on ne puisse pas envisager un transport structurant aux portes de cette OIM. Et là où je vais rajouter cette petite pièce, c'est une question. Techniquement, est-ce qu'on peut rêver? Quand on est élu, on m'a dit un jour on peut rêver. On a le droit d'être visionnaire et de rêver. Est-ce qu'on pourrait envisager que le métro passe sous la rocade et aille aux portes de cette OIM? Il permettrait de desservir non seulement le campus, mais aussi cette OIM. Et vous avez parlé des métrobus pour aller, on va dire, essayer d'attirer un petit peu toutes les communautés de communes qui sont hors de la métropole. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant justement d'aller aux portes de cette métropole pour, comme Michel Labardin le disait, éviter d'avoir ces flux qui vont quand même rentrer dans la métropole pour atteindre le point du métro qu'ils cherchent à atteindre. On pourrait également, en essayant de les attirer un petit peu dans des coopérations territoriales qui sont très en vogue avec la nouvelle majorité métropolitaine. On avait déjà lancé la chose sur le mandat précédent, mais voilà, il y a des choses qui vont se lancer avec la communauté de communes de Montesquieu. Alors là, on pourrait aussi un petit peu attirer non seulement l'intérêt, mais aussi les financements. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si ça s'adresse plutôt à nous, plutôt... Alors, on a le droit de rêver, c'est sûr. Prolonger le métro, on peut l'imaginer. Là, ce qu'on vous présente, c'est un projet faisable, réaliste, à 10 ans. On avait imaginé, d'ailleurs on l'avait présenté, un projet avec 2 lignes dans 20 ans finalement. Donc oui, on peut l'imaginer. Par contre, nous, ce qu'on voulait, c'était une première phase qui soit cohérente, qui se suffise et qui soit soutenable pour les finances publiques. Donc c'est pour ça que vous avez cette ligne-là. On pourrait imaginer que la ligne passe ailleurs, on pourrait imaginer qu'ensuite il y ait des prolongements. Des prolongements, il y en a par exemple à Lyon actuellement, il y en a en projet à Toulouse, donc on pourrait tout à fait l'imaginer. Tout à fait. Et
Et ensuite, aller vers Gradignan, là aussi, c'était la même exigence. On voulait absolument, avec le métro, apporter une solution à Gradignan. Donc, on a vu que Gradignan avait souhaité avoir un tram, mais finalement, on n'a pas eu le tram. Nous, on ne voulait pas venir avec une solution métro en disant, bon, ben voilà, vous n'avez pas eu le tram, vous n'aurez pas non plus le métro. Donc, d'abord, on fait en sorte que Gradignan ait le métro, et en plus, on offre à Gradignan une solution qui permet aux habitants et aux visiteurs de gagner davantage de temps qu'avec toute autre solution imaginée jusque-là. Donc, déjà dans un premier temps, dans une première phase, ça permet de répondre à cette demande-là. Ensuite, dans une deuxième phase, on peut imaginer plein d'autres choses, mais ça, je laisserai mes enfants et nos enfants en discuter. Je passerai le flambeau jaune avec le jour. Merci. Zineb Bounici, élu de Pessac de Bordeaux Métropole. Moi, je vais faire comme Karine, je voudrais rêver. Il y a des villes qui ont fait des métros aériens. Je crois qu'à Bangkok, ils ont 2 lignes sur même 30 km. Je voulais savoir, j'ai cru lire que vous avez une portion de lignes aériennes seulement. En plus, ces lignes aériennes peuvent constituer un atout touristique, puisque dans ces villes où les métros sont aériens, c'est de véritables circuits qui permettent de voir la ville d'une certaine manière vue du ciel. Est-ce que je suppose que vous avez pu l'étudier, alors est-ce que c'est plus cher, est-ce que c'est moins cher? Je vous laisse répondre, mais nous, on rêve. Alors tout à fait, notre volonté donc, a été forcément d'être dans un cadre budgétaire contraint. Donc forcément, lorsqu'on est sur de l'aérien, on est moins cher que sur du souterrain, parce qu'on est à 100 millions de kilomètres en souterrain au global, et on est plutôt sur 70 millions lorsqu'on est en aérien. Donc ça permet du coup d'avoir forcément, in fine, sur la totalité de la ligne, ça fait quand même des économies qui sont assez substantielles. En sachant que l'interstation également, donc plus on s'éloigne du centre, plus l'interstation va être un petit peu plus long. Donc ça permet donc du coup comment dire, le métro aérien tel que vous l'envisagez. Alors on ne peut pas le faire évidemment en ville. Je ne suis pas persuadé que les riverains soient très satisfaits d'avoir un métro qui leur passe sur la fenêtre au 2e étage. Mais voilà, donc disons que l'avantage du métro, c'est justement de pouvoir réaliser la végétalisation de la surface, le développement des modes doux. Si on le met en aérien, finalement, ça, du moins en centre-ville, ça n'a plus l'intérêt qu'on veut lui donner en fait au final. Donc, Mais du coup, en l'occurrence, vous voyez dans les cartes qui défilent, ici, vous avez au sud-ouest, on a imaginé en aérien entre Arts et Métiers et Compostelle. Et vous verrez que l'autre, il y a le bois, oui, effectivement, donc ça bloque. Et surtout, il y avait des habitations aussi en face qui faisaient problème. Et par contre, on l'envisage aussi à partir de la gare Saint-Jean jusqu'à Senon-Gare, où là, ça avait déjà été étudié par le passé, donc on sait que c'est faisable. Et effectivement, il y a un attrait touristique très net, parce que là, pour le coup, on passe la Garonne en aérien. Moi, j'ai l'expérience parisienne, avec une portion du métro aérien parisien. C'est sympathique, parce qu'on a la Tour Eiffel, c'est très sympa. Littéralement, c'est là où tu fais changer. Bonjour, donc je suis Dominique Roland, président de l'association Prendre le tram à Gradignan. J'ai donc pendant longtemps travaillé sur le sujet du tramway, et juste une petite anecdote pour l'histoire du sous-sol. Il s'agit vraiment d'une légende urbaine, parce que lorsqu'on a fait le tramway, on a également fait des parkings, dont 2 ou 3 sont en plein centre de Bordeaux, au bord de la Garonne, et descendent à -50. Mais là, on n'a jamais dit que ce n'était pas possible. Personne ne s'est posé la question. Aucun élu, aucune association, rien du tout. Mais c'était pour la sacro-sainte voiture, donc ça allait. Deuxième point, donc je dialogue donc depuis un moment avec l'association Bordeaux Métro. Mon activité pourrait penser qu'on a une opposition entre nous, pas du tout. Je soutiens pleinement cette démarche qui, finalement, fondamentalement, veut dire, effectivement, dans 10 ans, on va dans le mur, et ce n'est pas une agglomération qui ambitionne d'être millionnaire, qui va pouvoir fonctionner de manière satisfaisante avec 3 lignes et demie de tramway, et d'un tramway qui,
malheureusement, et je le regrette tous les jours, n'est quand même pas excessivement performant par rapport à d'autres qu'on peut voir ailleurs. Donc je soutiens totalement la démarche de l'association. Je trouve que le tracé que vous avez proposé, bon, il faudra l'étudier évidemment, mais il est quand même fort judicieux parce qu'il relie précisément des points qui sont aujourd'hui mal reliés par les transports en commun existants. Donc j'avoue que je suis extrêmement séduit par la démarche. Mais, je vous ramène, il y a quelque chose qui ne me séduit pas du tout. Ce qui ne me séduit pas du tout, c'est le fait que apparemment, vous préconisez un métro du style Toulouse ou Rennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un nouveau système. Et un nouveau système veut dire des interfaces entre systèmes différents. Notamment les points de contact entre le tramway et le métro vont obliger les gens à changer et en plus, à certains endroits, à descendre profond ou à monter un peu haut. 20 mètres, c'est pas rien quand même, hein. C'est quand même 3 ou 4 volets d'escalator, hein, et ça prend un certain temps. Il ne faut pas oublier que, et ça c'est vérifié partout, lorsque quelqu'un envisage son trajet, il fait le choix des transports en commun s'il y a moins de 2 changements. Ça c'est une règle qui marche à tous les coups. Donc, et des changements faciles. Et on voit déjà aujourd'hui dans l'agglo de Bordeaux, il y a des changements avec le train, puisqu'il y a le train aussi, qui sont pas faciles. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire jouer l'intermodalité à la gare de Bègles, c'est du sport. Il y a 500 mètres à faire. De faire jouer l'intermodalité à la gare de, je ne sais plus laquelle, là, qui est aussi pas terrible, Pessac-Alouette, hein, où là il y a 300 mètres à se faire, c'est pas terrible non plus. Bon, voilà. Alors, ce que je remarque, c'est qu'effectivement, on introduit un système de plus. Donc, des interfaces supplémentaires, des trajets de correspondance supplémentaires. Et comme on se situe à un horizon assez lointain, vous l'avez dit, hein, 2035, par là, je pense qu'en 2035, il faudra également se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec le tramway actuel. Et notamment, il faudra commencer à réfléchir à renouveler le matériel du tramway. Parce que les rames, même si elles sont solides, ne sont pas éternelles, et en 2035, elles auront déjà 35 ans. Alors elles auront un peu de vie encore, mais il faudra quand même penser à renouveler ce matériel. Et donc moi j'ai regardé attentivement votre projet, hein, qui encore une fois me séduit. Hein. Je me suis dit, finalement ce truc-là, ce serait encore mieux si, à l'horizon, on avait un matériel commun, et ça existe hein, dans beaucoup de métropoles, notamment en Allemagne, en Belgique, un matériel roulant commun entre votre projet et le réseau actuel de tramway. Ça permettrait quoi? Ça permettrait 2 améliorations considérables. C'est premièrement des changements de tête un peu moins laborieux, et surtout deuxièmement, des sorties et des connexions directes, sans changement. Sans changement. Puisque je vois qu'à un moment donné, dans notre quart sud-ouest, la ligne de métro que vous envisagez longe, entre guillemets, hein, longe la ligne de tramway B. Donc là, si on a le même matériel, on peut éventuellement faire des connexions et démultiplier les missions. Le problème du réseau de Bordeaux aujourd'hui, c'est qu'il a 3 lignes et demie, hein, avec des missions qui sont figées. On ne peut pas, par exemple, aller en tramway directement sans changer de rame de Mérignac à Pessac. On ne peut pas aller de Senon à Blanquefort sans changer de rame. Et pourtant, c'est parfaitement possible si on fait les quelques aménagements qu'ils font. Donc, moi, je serais plutôt pour une démarche de ce genre qui existe, hein, je pense que vous les connaissez, je ne vais pas vous apprendre ça. Prenez l'exemple de Karlsruhe qui, tout récemment, a mis en service un, entre guillemets, métro, mais qui en réalité est un tunnel de 6 km en centre-ville, où ça devenait infernal, hein, un tunnel de 6 km en centre-ville dans lequel pénètrent les rames de tramway qui viennent de toutes les lignes environnantes. Donc on arrive dans le centre-ville rapidement, puisque
c'est un tramway en tunnel, et sans changement, sans intermodalité. Donc voilà la proposition que je fais. Ça répond sur le matériel. Oui, bien sûr. Est-ce que quelqu'un veut répondre sur cette question du matériel, effectivement? Alors, on a envisagé, mais vous faisiez partie des ateliers de projet, parce que dans le cadre de ce projet n'est pas né de deux petits cerveaux, il est né de la conjonction de plein de cerveaux dans le cadre d'ateliers de projet qu'on a organisés en 2021. Ça nous faisait l'occasion de se réunir aussi malgré les confinements. Et donc vous faisiez aussi partie, et c'est vrai que même nous, on craignait un petit peu la présence de Oui au tram dans ce cadre-là, et on était un peu inquiets. Mais mais au final, ça s'est très bien passé, et c'est vrai qu'on avait imaginé cette idée de pré-métro, puisque c'est comme ça qu'on tend à l'appeler. Simplement, on l'a exclu. Pourquoi on l'a exclu? Parce que justement, une ligne de métro spécifique permettait d'avoir les avantages des lignes de métro modernes, à savoir notamment l'automatisation. Donc qui dit automatisation dit réactivité du métro beaucoup plus importante que si on doit compter sur la régularité d'autres lignes. Et par exemple, c'est le cas si on greffait la ligne de métro sur la ligne B, ça voudrait dire qu'on aurait une ligne de métro qui est dépendante également de la régularité de la ligne B, que l'on sait déjà très aléatoire. Donc on a préféré un réseau parfaitement indépendant, avec un matériel roulant spécifique, effectivement, qui permet de profiter à plein des avantages modernes du métro, notamment de l'automatisation, donc avec des rames qui puissent rouler sans conducteur, avec une fréquence comprise entre 60 et 80 secondes, ce que ne permet pas un métro à conduite manuelle. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de métropoles s'engagent aujourd'hui dans la conversion de leur matériel roulant vers l'automatisation, par exemple Lyon, par exemple Marseille. C'est pour ça que, quitte à être en retard aujourd'hui, autant prendre de l'avance et aller directement sur l'automatisation et avoir un réseau parfaitement indépendant. Au détriment de l'intermodalité. Au détriment de l'intermodalité, on est d'accord sur, par exemple, Gradignan. Gradignan, avec le métrobus, vous perdez. Alors, j'ai fait le test à Toulouse. Je suis rentré dans la station de métro, je suis descendu à quai, j'en ai eu pour une heure et demie. Je vends mal mon produit. Pour 1 minute 30, en me mettant sur les escalators, en me laissant porter par les escalators. 1 minute 30. Aujourd'hui, et par exemple, si vous regardez l'intermodalité aujourd'hui avec le tram, vous allez à Gambetta, vous voulez aller à Gambetta, passer du tram vers le bus, c'est en surface, tout est en surface, pourtant vous mettez 5 minutes facilement. Pareil si demain à la gare, avec le projet de déporter les bus, ou à Stalingrad, etc. Donc au final, on réussit à s'en accommoder. Non mais ce que je regrette, c'est que l'intermodalité est moins prise en compte que on pourra l'étudier dans une phase. Donc, bonjour, Gwenda Lopé, je suis étudiant salarié sur la métropole de Bordeaux, donc ça fait 5 ans que je suis là. Ça fait 5 ans que j'ai pas de voiture non plus, j'en ai jamais eu besoin dans toute la métropole. J'ai un peu plus de 20 000 km dans les pattes à vélo sur la métropole, je connais les boulevards comme ma poche, à peu près maintenant. Je suis très intéressé par l'initiative d'un métro bordelais, j'en parle depuis plusieurs années. Donc, alors pour l'anecdote, au niveau de la profondeur, il n'y a pas à s'inquiéter, le métro de Saint-Pétersbourg descend jusqu'à 110 mètres de profondeur, donc à 25 mètres on est large. L'automatisation aussi, c'est incroyable. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà allé à Lille pour le métro qui est automatisé. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, et ça c'est un avantage que je pense sera très intéressant. Il faut que l'usager n'ait pas besoin de réfléchir, il a juste à suivre un chemin, rentre dans son métro et arrive chez lui, il est très heureux. Cependant, j'ai une question qui va s'adresser plus aux élus. Donc, comme j'ai dit, j'ai 20 000 km dans les pattes sur Bordeaux, que ce soit donc Gradignan, Pessac, Talence, Bordeaux Métropole, et il y a quelque chose que je remarque. J'ai aussi un environnement proche de moi qui est assez retraité, qui a simplement peur en fait de quitter la voiture, parce que malgré tous les aménagements qui ont été faits à ce jour, la métropole reste trop dangereuse pour d'autres véhicules, donc principalement le vélo, hein, c'est ce qui me concerne le plus. Aujourd'hui, je ne ferai pas circuler des enfants sur le boulevard, c'est impensable. Malgré la voie rapide de bus,
Et malgré donc, tous ces aménagements qui ont été faits, j'ai participé aux réunions et au vote qu'il y avait eu lorsque vous aviez fait les coronapistes. Donc j'ai participé sur Talence. J'ai répondu aussi au bulletin de la FUB pour donner mon avis. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été prévu dans l'attente d'un métro, s'il arrive dans 10 ans, pour améliorer ce déplacement et cette intermodalité? Donc je parle majoritairement de pistes cyclables dédiées pour les vélos, parce que je rappelle qu'on est à Bordeaux. Bordeaux Métropole, c'est 850 000, 900 000 habitants, quasiment autant que la métropole d'Amsterdam. On n'est pas du tout sur la même façon de se déplacer. Donc à Amsterdam, vous verrez des enfants dans la rue à vélo. Aujourd'hui, je ne pense pas que les parents qui sont présents dans la salle accepteraient de voir leurs enfants à vélo dans Bordeaux, Talence ou Pessac. Quelles sont les politiques que vous souhaitez mettre en place aujourd'hui et demain en attente de ce métro qui sera là dans le futur, pour relier tout ça ensemble en fait? Parce que j'ai vu donc sur la présentation de métro de Bordeaux, vous avez sur chaque station, il y a bien écrit garage à vélo sécurisé. Chose aujourd'hui, donc sur Talence on en trouve quelques-uns, on retrouve des vélobox. Je ne sais pas ce qui a été fait sur Pessac et Gratignan, je ne suis pas résident là-bas malheureusement, donc je ne peux pas vous dire. Mais qu'est-ce qui a été fait concrètement? Qu'est-ce qui est prévu concrètement au niveau des métropoles du Sud-Ouest pour améliorer cette connexion et faciliter, donner l'envie aux gens de se mettre au vélo et ou utiliser plus efficacement les transports en commun, ce qui par définition permettra de réduire l'usage de la voiture et donc de fluidifier le trafic à terme. Très rapidement. Premier constat, on avait conseil de Bordeaux Métropole vendredi. Je prends rarement en voiture les boulevards, surtout aux heures de pointe. Et vendredi, le hasard a voulu que je prenne un bout des boulevards en voiture. Donc je longeais la voie de bus empruntée par des vélos. Et j'ai vu les bus qui ne pouvaient pas mordre sur la voie de voiture, parce que c'était pleine voiture, et qui frôlaient les vélos. Je me disais, c'est quand même un peu dangereux, et là je partage votre sentiment, je ne mettrai pas mes enfants sur la voie de bus partagée avec les vélos, parce que je pense que c'est un peu dangereux. Donc c'est pas spécifique au quart sud-ouest, c'est partout sur la métropole, et je pense que là, il y a beaucoup de progrès à faire. Deuxième sujet, un exemple sur Pessac, et c'est sur la gare de Pessac-Alouette, dont je dis qu'elle est très bien, l'interconnexion n'est pas si mal. Il y a un escalade, il y a un ascenseur, c'est pas mal. Et au début, il y a eu quelques difficultés parce qu'il y avait quelques dégradations, maintenant c'est pas mal. La gare de Pessac-Alouette, il y a un conteneur à vélo qui a été sponsorisé par une entreprise qui est sur Persol, donc qui est à moins d'1 kilomètre, et pour lequel il y a des vélos qui sont à disposition pour l'entreprise en question. Donc c'est cette partie des choses. Alors on s'est entendu avec Bordeaux Métropole, avec la ville évidemment, et pour que ça puisse se mettre en place, et ça pourrait être partagé avec d'autres entreprises, d'autres besoins. Donc c'est pour dire qu'il y a plusieurs exemples, et on peut effectivement assurer la connexion entre des modes de transport collectifs quand on vient de plus loin, en l'occurrence là c'est TER, ou le fameux RER métropolitain plus tard, et on a la possibilité de faire le dernier kilomètre justement avec des vélos sur des pistes cyclables qui avaient été, en l'occurrence, parfaitement sécurisées sur la zone de personnes. C'est pas achevé, mais enfin je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas le lieu. Ça a été dans le cadre de l'OIM Bordeaux Campus, et là pour le coup c'est dédié vélo, il y a la voie de bus, il y a la voie de vélo, il y a la voie voiture, et il y a les trottoirs, donc c'est vraiment tout à fait adapté, mais on avait la place. On n'a pas cette même place partout. Alors ensuite, je ne vais pas être plus long, on a eu dimanche la deuxième édition de la fête du vélo à Pessac. Je ne sais pas si vous avez pu voir, vous avez pu venir. Et on a distribué le plan vélo de Pessac, 52 mesures d'ici 2026, qui a été listées et qui répondent, alors pas à toutes les préoccupations évidemment concernant les vélos, mais à pas mal. On avait eu l'an dernier, c'était la première édition de la fête du vélo, on avait enregistré au total, et ça s'achevait à la fête du vélo, près de 1000 contributions, alors aussi bien d'associations que de particuliers, pour l'élaboration du plan vélo, qui a ensuite été adopté et dont on a assuré le suivi il y a quelques mois, il y a quelques jours avant la fête du vélo. Donc je ne vais pas détailler, parce que ça serait fastidieux et puis ce n'est pas l'objet de la réunion, mais je vous invite là pour le coup, je parle évidemment pour Pessac que je connais mieux, mais il y a pas mal de sujets qui ont été abordés.
Le chemin est encore long, mais en tout cas, on a pris le sujet à bras le corps. Juste une petite remarque de mon côté. On n'a pas attendu des plans de communication sur le vélo pour assurer le développement de pistes cyclables ainsi que propres sur nos villes, notamment travailler sur la résorption des discontinuités cyclables. Dans peu de temps, on pourra aller de Cestas-Réjouit jusqu'au domaine universitaire en site propre intégral en vélo. Voilà. On résorbe progressivement, ça prend du temps, c'est vrai, mais les initiatives, les villes sont très proactives sur cette résorption des discontinuités dont on sait qu'elles sont un frein majeur parce qu'il suffit de 500 mètres avec juste une bande cyclable sur voirie pour dissuader tout de suite et les adultes et les enfants de le prendre. Mais on vient de loin. Il y a 10 ans encore, la métropole nous disait on ne peut pas faire de pistes cyclables sur les trottoirs. Maintenant, on fait partout des voies vertes qui sont mixtes piéton-vélo où on peut rouler facilement. Juste à méditer, chaque fois qu'on fait du transport collectif, on améliore les infrastructures vélo. D'ailleurs, le tram est un bon exemple. Quand on fait le tuyau de tram, on fait parallèlement, sauf au début, vous en avez souffert sur Talence, on fait parallèlement des aménagements cyclables et il est prouvé que le transport collectif booste les modes doux, ça veut dire que les deux doivent marcher ensemble. Évidemment, quand on fera du métro et qu'on libérera de la place en surface, ça donnera autant d'opportunités de faire véritablement des infrastructures lourdes pour le vélo. Voilà, donc on est quand même très actifs sur le sujet. Pour finir de répondre à votre question, monsieur, puisque je crois que vous habitez Talence, donc vous êtes un homme de goût, mais plusieurs remarques. On est allé visiter, on nous avait invités à Amsterdam et à Copenhague, d'aller voir. Ce qui m'avait le plus marqué dans les stations de métro, notamment d'Amsterdam, c'est de voir le nombre de vélos qu'il y avait en surface, avec des parkings vélos. J'en avais l'impression d'être à la fête du vélo à Pessac, tellement qu'il y en avait. Donc, ce qui prouve bien que les modes s'interconnectent entre eux. Pour ce qui concerne Talence, on va faire 25 km d'aménagement cycliste. Mais le problème, et c'est l'autre chose qui m'avait marqué dans ces villes du Nord, c'est que la largeur des routes n'est pas tout à fait la même qui celles qui sont au sein de la première couronne. On a sûrement des routes un peu plus larges ou des espaces un peu plus larges sur la deuxième couronne. Je vais vous citer deux exemples et c'est pour ça qu'à mon sens, ça permet aussi d'éveiller un certain nombre de points. Dans le cas des Coronapi, je vous félicite d'y avoir participé. On a eu 2500 participants en vote à Talence. Je vais juste vous dire que le PLU, qui est un urbanisme de tout la Bordeaux Métropole, n'a eu que 350 participations. Donc on a eu 8 fois plus de monde sur 10 km de pistes cyclables que pour tout le PLU pour la métropole. J'ai pas passé le moment le plus agréable de ma carrière politique, puisque entre vous avez tué des gens, est-ce que vous levez le matin pour emmerder le monde, prendre de la place à la voiture pour le vélo, c'est une décision très difficile, souvent méconnue, avec souvent l'adage « Ah mais il y avait plus de voitures que de vélos ». Donc évidemment, il y a moins de vélos que de voitures. Mais on l'a pourtant, et on a suivi les conclusions du vote qui avait été fait à Talence. Il existe à Talence un axe dont on en parle tout le temps, c'est le Cours-Gambetta. Cours-Gambetta qui, je pense que d'ailleurs, si on pouvait y mettre le nombre d'infractions au code de la route, je pense qu'on pourrait payer le métro en une année, grâce au produit des amendes qui sont produites par les cyclistes, par les vélos, par où vous voulez. Il y avait des gens qui nous avaient dit est-ce qu'on peut pas gagner de place sur les côtés puisque le tramway est au milieu. On a demandé récemment une étude à la métropole qui consisterait à dire peut-on imaginer qu'on fasse comme à Bordeaux, c'est-à-dire on mette les voitures sur une des plateformes du tram et que l'on laisse la place dégagée pour faire plus de place aux piétons, qu'on oublie très souvent dans les déplacements, et de laisser la place aux vélos. La réponse est la plateforme du tram n'est pas assez large, donc il faut tout casser, et il faut mettre toutes les rues qui mènent au Cours-Gambetta en impasse. Si vous voulez, je vous amènerai avec moi pour les réunions de concertation qui permettront de. Et puis, troisième solution qui avait été proposée par un certain nombre de partis politiques, de mettre le Cours-Gambetta en sens unique. La difficulté que l'on a aussi, c'est le fait de dire qu'on a quand même cette voie ferrée qui passe en plein milieu, qui aujourd'hui fait qu'il y a 3 points en voiture, 4 points en vélo pour la traverser. Si on met le Cours-Gambetta en sens unique, eh bien comment vont faire les gens, quel que soit le sens qu'on prend, pour aller du nord de Talence vers le sud? Parce qu'il y a des gens qui, Franck le disait, ont quand même besoin de la voiture. Ce ne sont pas d'affreux pollueurs. Là-dessus, il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui travaillent la nuit, etc., pour lesquels le transport en commun ne marche pas. Ça ne marche pas. On peut toujours se dire que c'est une question de courage politique. Absolument pas. C'est qu'à un moment ou à un autre, quand on parle dans ces éléments-là, on parle de choses où on se dit, si on pouvait améliorer la situation, eh bien on le ferait.
C'est la raison pour laquelle, moi, une des choses qui m'a le plus intéressé dans le projet, parce que monsieur prend le tram et peut-être le métro un jour, ça va faire un peu long comme acronyme à Gradignan, c'est qu'on libère de la place en surface. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait interdiction, si demain on faisait un projet de métro, de se poser la question de la pertinence de quelques sections de tram qui pourraient être redéployées et ainsi laisser une vraie place aux autres mobilités douces. C'est pour ça que le métro ne peut pas être vu tout seul. Et que si on libère de la place en surface, on sera plus à même, parce qu'aujourd'hui, quand on supprime une place de stationnement, on se fait gronder, et la réalité bordelaise, qui a 4 lignes de tram, X lignes de bus, X là-dessus, quand vous habitez à Bordeaux et que vous travaillez à Bordeaux, beaucoup de gens sont comme vous. Ils n'ont pas d'autre moyen que la voiture, et c'est très bien. Mais la réalité de la première couronne et de la deuxième, que je connais un peu moins, puisque Talence est là-dessus, c'est qu'il y a un taux de motorisation qui est encore important. Est-ce que les gens qui habitent à Talence sont plus pollueurs que Bordeaux? Non. Est-ce qu'ils sont plus en retard? Non. C'est juste que les capacités pour relier les périphéries entre elles, ou la périphérie avec elles, sont beaucoup moins existantes que celles qui existent à Bordeaux. C'est la raison pour laquelle il faut que demain, vis-à-vis de ces projets-là, comme l'a fait le tram en son temps, on puisse inventer de nouveaux modes, parce que vous serez, et je serai le premier content, d'éviter le saccage actuel qui consiste à mettre les bus avec les vélos. Vous avez peut-être participé à la concertation sur la route de Toulouse. À un moment ou à un autre, quand la route de Toulouse elle fait 11 mètres de large, on ne peut pas tout faire passer. Donc il faut bien faire des choix. Il n'y a que des transports comme ça qui peuvent nous permettre de restructurer un certain nombre de réseaux. Et vu que le temps est long, il ne nous est pas interdit, pendant ce temps-là, de mettre en œuvre des moyens qui permettront demain d'être la ville la plus apaisée. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas faire de ces combats des apanages politiques de l'écurie, quelle que soit la couleur. Il faut que ce genre de projet, comme c'était le cas auparavant, rassemble les élus. Quitte à prendre des décisions différentes, c'est pas la question. Mais au moins qu'on puisse se mettre autour d'une table et de dire, on va dans le mur, on a des impératifs écologiques, c'est quoi la réponse? Et la réponse, elle n'est pas verte, grise, rouge, orange, tout ce que vous voulez, elle est d'apporter une réponse concrète. Parce que demain, sinon, on fera une ville inviable pour nos enfants. Et je pense que, quels que soient les élus, on ne peut pas s'y résoudre. Et si vous voulez passer une semaine avec moi sur les éléments de transport, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile quand on est dans des réunions publiques, parce qu'il y a à peu près autant de spécialistes des transports et des sans circulation que de sélectionneurs de France des équipes de football. Tout le monde a son avis, mais personne ne veut faire beaucoup d'efforts là-dedans. Donc il faut qu'on fasse des politiques volontaristes, mais pas qui saccagent la ville ou qui fassent de l'écologie punitive. Bonsoir, moi j'habite à Talence, j'utilise aussi beaucoup le vélo et très peu la voiture, j'ai peut-être eu une chance. Vous avez parlé du mur des transports à l'horizon 2030. Je vois 2-3 murs avant celui-là. Je vois le mur de la biodiversité qui est en train de disparaître, du réchauffement climatique, et surtout celui de la résilience alimentaire. Donc peut-être qu'avec ces 2 milliards, il faudra faire des choix plutôt que de faire un métro, s'occuper de la résilience alimentaire de tous ces habitants de la métropole qui vont avoir des problèmes de nourriture et le réchauffement climatique. Donc je voudrais, même si le projet, je ne vois pas qui aimerait pas avoir un métro, des transports partout, toujours plus. On veut tout transporter de plus en plus de personnes, on veut que la métropole devienne de plus en plus grosse, au détriment, moi je pense, des villes moyennes qui vont diminuer et il ne restera plus que 2 métropoles, Toulouse et Bordeaux, et entre les deux vous aurez un grand désert et les gens qui auront plus aucun service. Voilà. Donc je m'interroge sur ce projet, je ne dis pas non, je suis comme vous, je dis je veux d'abord voir l'étude, mais des grosses priorités peut-être plus importantes que le métro avec ses 2 milliards. Oui, alors on était en train de savoir qui allait vous répondre, parce que je pense qu'on a des réponses qui sont très, très complémentaires. Mais moi, les murs que vous avez cités sont des murs impressionnants de force et s'imposent à nous. Je pense que si on doit remettre en question la totalité de nos politiques publiques au regard des ambitions que vous venez très justement de mettre au centre de nos préoccupations, ça veut dire qu'on doit remettre en question la totalité de nos modes de vie. La totalité de nos modes de vie. Il ne nous appartient pas de pouvoir décider pour
le mode de vie de chacun dans notre agglomération, dans notre pays, dans notre monde. On a chacun à faire des efforts, mais je pense que le pire des chemins serait justement de dire, comme il y a des sujets tellement plus importants que tous ces micro-sujets de notre vie, justement, ne regardons pas ces